Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie pour RTI. Nous allons donc à nouveau continuer ces différents volets de notre série d'enquête, de réflexion sur les conséquences géopolitiques de la politique tarifaire menée par les États-Unis, de la guerre commerciale menée par la seconde administration de Trump. On a parlé de la Chine, de l'Union européenne, de l'Inde. On va aussi maintenant parler de Taïwan. C'est normal puisque on est aussi RTI. Donc, on va essayer de faire un peu le point sur ce sujet-là en essayant de revenir donc sur cette pratique globale de l'usage des tarifs douaniers pour imposer une politique commerciale, et économique au reste du monde. Donc on le sait, on l'a déjà vu avec les États-Unis, dans leur rapport à l'Union européenne et à l'Inde, on l'a déjà redit la dernière fois, on est quand même ici dans une stratégie extrêmement complexe, presque illisible, mais en fait qui se comprend si on se donne une grille de lecture assez cynique ou assez réaliste. Par exemple, comment comprendre que Donald Trump veuille à tout prix avoir un accord avec la Russie et met à chaque fois des dates limites avant d'imposer des sanctions qui sont toujours repoussées avant le prochain sommet. Comment le comprendre? C'est qu'en fait, il faut comprendre par exemple qu'on avait déjà dit il y a quelques émissions, quand la Chine disait en fait, la Chine ne peut pas se permettre que la Russie perde contre l'Ukraine, que la Russie s'effondre militairement face à l'Ukraine. Et en fait, la Chine permet la continuité de la guerre, permet la survie de l'économie russe à travers l'achat de pétrole. Donc, bien entendu, l'Inde est le principal importateur à ce niveau-là, presque 50%, la Chine 30%, mais la Chine aussi a des contacts, a des échanges au niveau, évidemment, technologique avec la Russie, et on sait que, évidemment, la Corée du Nord est aussi impliquée dans la guerre en Ukraine, et ça ne serait pas complètement possible sans un minimum d'accord avec la Chine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a donné. On peut se demander pourquoi en fait Trump, qu'est-ce qu'il veut vraiment à travers cette politique, sa géopolitique économique. Et en fait, on a l'impression, donc comme on l'a dit souvent, que les alliés pâtissent beaucoup plus de Trump que les ennemis. Ni la Russie ni la Chine n'ont des tarifs qui sont plus élevés, qui sont aussi élevés que ceux par exemple du Japon ou plus encore de l'Inde. Et donc comment comprendre ça, et notamment vis-à-vis de l'Europe. Donc on l'a dit en fait par rapport à l'Europe, il semblerait que si on a un point de vue un peu cynique, il semblerait que pour les États-Unis de Donald Trump, une défaite de la Russie en fait rendrait l'Europe peut-être trop puissante. Imaginons que la Russie s'effondre après une défaite face à l'Ukraine. Cela laisserait l'Europe dans une position de force, et en fait, cela ferait que les voix dissidentes au sein de l'Europe n'auraient plus à qui répondre, à qui se fier. Par exemple, on sait que la Hongrie, la Serbie, la Slovaquie, dans une moindre mesure, peuvent en fait se tourner vers la Russie pour en fait être dans un poids de mesure avec l'Europe. Or, un effondrement de la Russie rendrait plus ça possible. Les Européens pourraient négocier directement avec la Russie pour avoir des matières premières beaucoup moins chères. Elles seraient moins indépendantes des États-Unis. Du point de vue aussi militaire, si un effondrement de la Russie ou on va dire une diminution de la puissance russe rendrait l'Europe plus puissante, elle aurait moins besoin des armes américaines. Donc en fait, du point de vue assez cynique, les États-Unis de Trump ont intérêt à garder une Russie assez puissante pour ne pas
en fait, rendre l'Europe trop puissante et donc indépendante des États-Unis. Et d'une certaine manière, c'est un peu, mutatis mutandis, c'est un peu ce qui se passe par rapport à Taïwan. C'est-à-dire que du point de vue des États-Unis, Taïwan ne doit pas être complètement indépendant des États-Unis eux-mêmes. C'est-à-dire que si les États-Unis soutiennent Taïwan, c'est à la fois pour qu'ils gardent une distance avec la Chine, mais aussi pour qu'ils soient dans une forme de dépendance avec les États-Unis. Mais il n'est pas tout à fait sûr que les États-Unis de Donald Trump ne seraient pas prêts à un échange vis-à-vis de la Chine avec Taïwan comme un des points de marché. Peut-être oui, peut-être non. Ça dépend en fait dans la mesure dont la Chine et les États-Unis vont mener leurs négociations. Pour l'instant, Taïwan est dans une base tarifaire qui est plus élevée que ce qui a été donné au Japon et à la Corée du Sud, à savoir c'était 15% au Japon et à la Corée du Sud. Taïwan en est à 20%, ce qui est important pour le marché taïwanais. Et surtout, alors là, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais on est a priori sur des tarifs liés aux microprocesseurs de 100% qui ne concernent pas Taïwan, mais tout le reste du monde, avec sans doute des exceptions pour les compagnies qui investiraient en Chine, comme notamment donc certaines compagnies taïwanaises, comme notamment TSMC. Donc ça, ce sont encore des détails et qui sont en train d'être réglés. Et Taïwan est en train de dépenser beaucoup d'argent pour acheter du matériel américain militaire. Mais en fait, on peut se demander dans quelle mesure cet achat de matériel américain est véritablement une protection, est véritablement une manière de s'assurer de la bonne grâce des États-Unis. Et ça, on le voit avec la Suisse. La Suisse a eu des tarifs de 39%, presque 40%, c'est énorme, et ce, alors même qu'elle a promis d'acheter des F-35, et alors même que la Suisse a dû faire face à des tarifs, à des taxes douanières donc de plus de 30%, elle a maintenu son programme d'achat de F-35 parce que, justement, elle ne veut pas perdre plus, parce que les États-Unis ont aussi la capacité d'obliger la Suisse à faire des efforts au niveau bancaire, pour pas que la Suisse reste une sorte de paradis fiscal, sans doute parce que les États-Unis possèdent leur propre paradis fiscal dans le Delaware. Okay, donc, en tout cas, on voit que même si Taïwan essaye de conserver les investissements aux États-Unis avec TSMC, et Taïwan renchérit dans l'achat de matériel américain malgré l'opposition du Parlement qui veut réduire les coûts de la défense, ce qui n'est pas une bonne idée étant donné que Taïwan est évidemment sous le coup de la menace chinoise, mais il n'est pas sûr que même Taïwan, même avec ses investissements de TSMC, même avec ses investissements de l'industrie, qu'il n'y a pas que TSMC, des industries des microconducteurs, microprocesseurs aux États-Unis, avec cet achat de matériel massif, il n'est pas sûr que ça suffise en fait à bénéficier de tarifs privilégiés. Et pour l'instant, Taïwan n'est pas dans une situation extrêmement privilégiée par rapport au reste de l'Asie. Et ça aussi, c'est quand même extrêmement contre-productif. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que justement, à l'heure où Taïwan est de plus en plus entre la Chine et les États-Unis et veut se tourner vers les États-Unis, on aurait pu penser que des tarifs au moins égaux à ceux du Japon et de la Corée du Sud, voire moindres, pourraient en fait être une forme de récompense pour le fait que Taïwan, depuis en tout cas avec les trois présidences DPP, du Parti démocrate progressiste, avec ces trois présidences qui ont cherché à s'éloigner, à se distancier au niveau politique, culturel, mais aussi économique de la Chine. Donc on aurait pu penser que les États-Unis de la seconde administration Trump auraient pu en fait récompenser ça, mais ce n'est pas le cas, puisque en fait, comme on le dit, la stratégie de Trump
elle est différente de celle de la première administration Trump et ensuite de celle de Biden. Chez Biden, il y avait déjà une manière de vouloir refondre le commerce international à travers la notion de friendshoring, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de privilégier les échanges commerciaux entre les alliés. Hein, c'est ce qu'on appelle le friendshoring, c'est-à-dire que on va d'un endroit à un autre, on fait que les échanges, les flux de valeurs traversent des pays qui soient relativement proches politiquement des démocraties du point de vue de Biden. Là, on n'est plus dans une stratégie de friendshoring, de renforcement des relations commerciales entre alliés pour mettre de côté les non-alliés, comme la Chine et la Russie à l'époque de Biden, mais on est juste dans une pratique commerciale de onshoring, c'est-à-dire de rapatriement au plus possible de tout le tissu industriel aux États-Unis. Et pour cela, et même si pour cela, on doit tordre le cou, tordre la main aux alliés. Taïwan, dans ce point de vue, a en fait sa seule arme, véritablement, c'est donc cette industrie des microprocesseurs, qui n'est pas simplement, d'une certaine manière, aujourd'hui, une manière de se défendre par rapport à la Chine, hein, ce qu'on appelait le Silicon Shield, le bouclier de silicone, mais aussi, en fait, de se défendre, si on peut dire, par rapport aux États-Unis. Voilà, c'est aujourd'hui le point qu'on fera sur ces relations commerciales entre les États-Unis et le reste du monde, visant particulièrement la République de Chine ou Taïwan. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.